Bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier Marie-Paul de m'avoir invité dans le cadre de ce séminaire, et puis bien entendu le Collège de France pour son accueil. Je vais vous parler un petit peu de mes travaux sur la modélisation pour la fabrication additive. Et je vais commencer bien entendu par définir un petit peu ce que j'entends par fabrication additive. Alors, le terme qui est communément employé, c'est impression 3D, bien qu'il y ait en réalité une différence dans le sens où l'impression 3D est une des techniques de fabrication additive possibles. Alors, qu'est-ce que la fabrication additive? C'est une méthode de fabrication d'objets qui procède par ajout progressif de matière. Donc, c'est opposé en fait à la fabrication soustractive qui est l'usinage traditionnel. On part d'un bloc de matière et un outil vient enlever de la matière pour former l'objet final. En fabrication additive, on ne fait qu'ajouter de la matière et on fait ça typiquement couche après couche pour former un objet. La grosse différence, c'est qu'on n'a pas de problème d'accessibilité d'outils et on décorrèle aussi le coût de la pièce de sa complexité géométrique. C'est-à-dire que ce n'est pas plus cher de faire une forme simple que de faire une forme très compliquée quand on est dans le domaine de la fabrication additive. Il y a de nombreuses technologies, donc j'ai choisi pour illustrer d'en prendre une, qui est le Selective Laser Sintering. Donc le principe est le suivant, on a un bac qui va venir recevoir de la poudre, on a de la poudre qui va être déposée couche après couche, et cette poudre va être solidifiée par un rayon laser, donc on a un rayon laser qui est ici, un miroir contrôlé par des galvanomètres, et le laser va venir balayer la poudre pour former l'objet. Donc c'est fait couche après couche, ça veut dire que la couche suivante va être déposée par quelque chose qui ressemble beaucoup à un rouleau à pâtisserie. On va déposer environ 0,1 mm de poudre, ça peut être plus bas. Et puis le laser va balayer cette couche de poudre et va venir localement chauffer la matière pour la solidifier. Donc ça c'est le principe général. Il y a énormément de matériaux possibles, il y a des plastiques, il y a des métaux, etc. Ça dépend surtout de votre portefeuille, essentiellement, parce que ce type de machine est quand même très coûteux. Mais ça, c'est des machines aujourd'hui qui sont très au point, qui existent depuis, je pense, une vingtaine d'années, et qui sont utilisées dans l'industrie de manière courante. Ce n'est pas du tout de la science-fiction. Voilà, alors bien entendu, ça veut dire que l'objet que vous allez vouloir imprimer, il va d'abord falloir le transformer en un ensemble de couches. Donc il y a une étape qui est très importante dans ce procédé, qui est qu'on part d'un maillage tridimensionnel, donc par exemple ici une sphère, et puis cette sphère, il va falloir la trancher, et en faire tout un tas de couches. Et bien entendu, ce n'est pas anodin, il se passe des choses au niveau de la précision de la surface, et donc c'est une question qui est importante, sur laquelle je ne vais pas m'étendre aujourd'hui, mais qui fait partie des problématiques qui sont intéressantes à considérer. Voici un exemple de pièce imprimée. Donc, ça, c'est une pièce qui est imprimée sur une machine qui coûte aux alentours de 2 000 €. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose qui est inaccessible. C'est une pièce qui coûte très peu cher parce qu'on est sur du plastique qui coûte environ 30 € le kilogramme sous forme de filament. C'est du plastique standard. Et donc, on a un coût de revient qui est de quelques centimes. Malgré tout, la qualité est raisonnable et c'est un objet en plastique. Donc, je pense qu'il n'y a pas trop besoin de discuter du fait que le plastique est un matériau utile. Il y en a un petit peu partout autour de nous. Donc, on est déjà sur des procédés qui sont peu coûteux et qui permettent de fabriquer des objets qui sont fonctionnels. Si on zoome un petit peu sur l'objet, là on voit bien l'effet de couche qui est présent. C'est présent y compris sur les machines industrielles. Vous avez toujours cet effet de couche. Après, les couches peuvent devenir suffisamment fines pour qu'elles ne soient plus perceptibles à l'œil nu. Typiquement, à partir de 0,1 mm, en dessous de 0,1 mm, donc 100 microns, on a du mal à percevoir l'effet de couche. Donc la fabrication additive, son gros intérêt par rapport aux méthodes de fabrication classiques, type usinage, moulage, etc., c'est qu'on va pouvoir passer à la fabrication directement depuis un modèle virtuel. Vous prenez un modèle virtuel sous forme de fichier, vous le mettez sur une clé USB, vous allez sur la machine, et c'est parti, vous imprimez. En plus, c'est des machines qui, pour la plupart, peuvent être utilisées dans des conditions normales, c'est-à-dire dans un bureau, sans avoir forcément besoin d'un atelier tout autour. Donc le cycle de production est extrêmement raccourci, et on n'a pas d'étape intermédiaire au moment de la production. Donc du coup, on peut se dire finalement, c'est fantastique, il n'y a plus de frontières entre virtuel et réel. Je peux prendre n'importe quel objet, les objets que Marie-Paul vient de nous montrer, les objets qui sont faits pour les films, le jeu vidéo, et tout de suite les imprimer. Et les réaliser et en faire des objets tangibles, physiques. Alors vous voyez une petite étoile, c'est la petite étoile classique du marketing, parce qu'évidemment, c'est malheureusement pas si simple. Et en particulier, ce qui manque aujourd'hui, c'est plutôt des aspects logiciels, et c'est la prise en charge automatique des contraintes structurelles et de fabrication. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous utilisez un logiciel de modélisation, que ce soit des logiciels expressifs, artistiques, ou que ce soit des logiciels de CAO, celui qui est responsable du fait que l'objet soit structurellement viable, c'est vous, l'utilisateur. Celui qui est responsable que l'objet se fabrique correctement sur la machine, c'est vous, l'utilisateur, ce n'est pas le logiciel. Et donc, ce qui est important, et ce qu'on regarde nous, c'est comment essayer de automatiquement prendre en charge ces contraintes, de décharger l'utilisateur de ces aspects-là, qui sont des aspects sur lesquels il faut être expert, sur lesquels il faut avoir de bonnes connaissances d'ingénierie des matériaux, d'ingénierie des procédés, etc. Et donc on aimerait bien que l'utilisateur puisse se concentrer sur la tâche qui est la sienne, faire un bel objet, un objet qui répond à une fonction,
et pas sur les détails compliqués des matériaux et des procédés. Alors, quelques exemples de contraintes structurelles. Il y en a une première qui est toute simple, c'est la topologie. Déjà, on a vu précédemment dans le cours, vous avez vu qu'il y a différentes manières de représenter la géométrie. Certaines de ces manières ne définissent pas des volumes correctement. Quand on réalise un objet physique, il faut qu'il ait un volume. Si on a une surface avec des bords, par exemple, on ne va pas être capable de générer un volume à partir de ça. Il y a aussi des contraintes topologiques qui sont toutes simples. Il faut que l'objet soit d'un seul tenant. Si vous faites une sphère avec une autre sphère à l'intérieur, en fabrication additive, vous allez avoir deux objets et l'un peut bouger à l'intérieur de l'autre. Alors parfois, c'est ce qu'on veut. Parfois, ce n'est pas ce qu'on veut, et s'il y a un changement de topologie entre le modèle numérique et l'objet fabriqué, ça va poser problème. Il faut par exemple que les pièces soient à l'équilibre, alors l'objet final ou l'objet pendant le procédé de fabrication, et je vais vous expliquer ça en détail dans un instant. Et puis par exemple, il faut que l'objet soit rigide, parce que votre objet est peut-être destiné à supporter un poids, et donc il vaudrait mieux qu'il soit suffisamment résistant pour porter le poids que vous avez prévu d'appliquer dessus. Alors il y a des contraintes de fabrication qui dépendent beaucoup des procédés. Il y a une contrainte qui est partagée par à peu près tous les procédés, c'est les contraintes d'épaisseur minimale. En dessous d'une certaine épaisseur, le procédé de fabrication ne va pas pouvoir fonctionner. Et donc, si votre modèle numérique a ce type d'éléments trop fins, il va falloir décider de est-ce qu'on les préserve en les épaississant, est-ce qu'on les enlève, qu'est-ce qu'on fait. Il va y avoir des problèmes avec les surplombs, je vais revenir dessus en détail, donc je ne vais pas les aborder pour l'instant. Et puis, il peut y avoir des problèmes de déformation dus à des tassements de poudre pendant la production ou à des effets de dilatation, de changement de température pendant la production qui peuvent poser problème et déformer les pièces significativement. Alors, ce que j'ai choisi de faire pour ce séminaire, c'est de zoomer sur deux types de travaux qu'on a faits qui, j'espère, vont illustrer un peu le type d'approche et de méthodologie qu'on a dans le contexte que je viens de décrire. Et donc, le premier travail, c'est un travail d'équilibrage d'objets destinés à être fabriqués. Et puis, le second travail, c'est un travail où l'équilibre va aussi intervenir, mais là, on est plus dans faciliter la fabrication d'objets avec des formes complexes. On va essayer d'assister les procédés dans les étapes de fabrication. Et ça sera plus clair quand on arrivera à cette partie, je pense. Donc je vais commencer par la première partie, l'équilibrage d'objets. Alors, un des grands espoirs de la fabrication additive, c'est d'arriver à ce qu'on appelle la personnalisation de masse, c'est-à-dire de permettre à tout un chacun de personnaliser les objets qu'il utilise dans la vie courante. L'idée ici, c'est qu'en fait de la fabrication additive, ça ne coûte pas plus cher de faire une copie conforme d'un objet que d'imprimer un objet unique. Et donc, tant qu'à faire, on peut laisser l'utilisateur choisir son objet parmi une base d'objets, l'adapter à son besoin, et ensuite fabriquer directement l'objet par fabrication additive. Alors, c'est déjà une réalité, il y a de nombreux sites dédiés sur lesquels vous pouvez trouver des objets imprimés qui permettent un certain degré de personnalisation, des changements de couleur, éventuellement des changements de taille, etc. Mais nous, ce qu'on voulait, c'était pousser ça un petit peu plus loin et permettre une personnalisation un petit peu plus avancée des objets. Et donc, ce qu'on a proposé d'étudier, c'est les propriétés d'équilibre des objets. Donc, l'idée, c'est que l'utilisateur sélectionne un objet dans la base d'objets disponible, va le déformer pour l'adapter à ses envies, et va préciser un point d'équilibre dans lequel il souhaiterait que l'objet puisse tenir en équilibre après fabrication. Et notre algorithme va en fait coopérer avec l'utilisateur et prendre en charge la tâche d'équilibrer l'objet. Et on va voir comment il fait ça, mais ce qui est important ici, c'est de bien comprendre que cet algorithme, ce n'est pas une boîte noire sur laquelle on appuie et paf, on a un objet équilibré, parce qu'il faut éventuellement modifier l'objet pour arriver à cette position d'équilibre. Et donc on est plus dans une approche qui est vraiment coopérative, où l'algorithme propose des changements à l'utilisateur immédiatement peut guider l'algorithme vers d'autres zones, d'autres parties du design qui l'intéressent, et l'algorithme va réagir, etc. Donc il y a vraiment un échange, une collaboration entre les deux. C'est un petit peu comme les outils de sculpture dont on a parlé avant, mais en prenant compte les contraintes structurelles et les propriétés d'équilibre. Alors pourquoi on s'est intéressé à l'équilibrage? Bon, tout d'abord, c'est quelque chose qui est très important en art et en design. Là, vous voyez des exemples de ce qu'on appelle l'équilibre asymétrique, qui sont des équilibres un peu surprenants parce qu'il y a un contraste très fort entre les masses des objets. Par ailleurs, l'image à droite, il n'y a pas de trucage, c'est fait à la main en empilant des pierres, très impressionnant. Et finalement, on se rend compte que ce n'est pas si intuitif que ça, cette notion d'équilibre. Et puis, c'est bien entendu important en ingénierie mécanique et en robotique, en particulier quand il faut équilibrer des parties fixes ou mobiles. C'est aussi une propriété qui est très difficile à juger. En fait, ce qui m'a donné l'idée de faire ce projet, c'est en observant un sculpteur qui essayait de faire des sculptures sans piédestal qui tiennent en équilibre. Et là, on se rend vraiment compte qu'il y a un compromis entre l'esthétique de l'objet qu'on souhaite réaliser, mais également les propriétés physiques de cet objet, qui sont les propriétés d'équilibre. Et donc, il y a un compromis et tout un processus de recherche entre adapter l'esthétique, chercher l'équilibre, etc., qui est en fait relativement difficile. Et dans les outils virtuels, c'est encore pire parce qu'on n'a pas vraiment d'indication de la masse. On a une indication éventuellement du volume, mais c'est compliqué de comprendre vraiment comment la masse se répartit.
surtout en 3D quand on visualise un objet qui est finalement projeté sur un écran plat. On n'a pas de retour physique, même si on voit l'objet tomber, comprendre comment le modifier pour qu'il tienne quand même en équilibre, ce n'est pas des notions qui sont faciles à aborder. Alors, avant de vous expliquer un petit peu comment marche la méthode, on va entrer dans une partie un petit peu plus technique. Donc je vais simplement poser 2-3 définitions. Donc déjà, on va s'intéresser à des solides indéformables homogènes. Donc indéformable, c'est-à-dire qu'on ne va pas du tout prendre en compte le fait que l'objet puisse fléchir, on va considérer qu'il est parfaitement rigide. Et puis homogène, parce qu'on est sur des procédés de fabrication qui utilisent un seul matériau, donc on va supposer que la masse volumique est la même partout dans l'objet. Alors une propriété extrêmement importante, bien entendu, pour l'équilibrage d'un objet, c'est son centre de masse. Donc le centre de masse, intuitivement, c'est la moyenne des points qui constituent le volume. Donc c'est le ratio entre l'intégrale des positions dans le volume sur le volume total. Et puis on va s'intéresser à ce qu'on appelle la base de support. La base de support d'un objet, qui est dans une position particulière, c'est l'enveloppe convexe des points de contact de l'objet avec le sol. C'est-à-dire qu'on prend les points de contact de l'objet, on met un élastique autour, et ça nous donne un polygone qui est l'enveloppe convexe, et c'est ça qu'on appelle la base de support, c'est le polygone orange qu'on voit ici. Alors, pourquoi ces notions sont importantes? Parce que si on s'intéresse à l'équilibre statique d'un objet, c'est-à-dire un objet qui est posé sur une table et qu'on n'embête pas, il n'y a pas de perturbation, tout est parfaitement à l'équilibre, la condition nécessaire et suffisante, si on considère que l'objet est posé sur un plan qui est normal à la direction de la gravité, c'est que le centre de masse se projette, donc le centre de masse projeté, je l'ai noté C étoile, c'est que le centre de masse se projette à l'intérieur de la base de support. Et si le centre de masse se projette à l'intérieur de la base de support, on est sûr et certain que l'objet est à l'équilibre statique. Alors, qu'est-ce que va faire notre approche? Comment on se propose d'équilibrer des objets? Donc, l'intuition, elle est basée en fait sur l'utilisation de 2 manières de changer la répartition de masse dans les objets. La première, c'est de creuser l'objet. On est en fabrication additive, donc profitons-en, on peut faire des formes arbitrairement compliquées. Et on peut aller cacher des cavités à l'intérieur des objets qui vont permettre de creuser l'objet et de changer la répartition de masse. Donc on ne va pas s'en priver, et c'est ce que va faire notre technique dans un premier temps, d'autant plus que ces changements sont a priori pas visibles si l'objet est opaque. Alors cependant, il y a des contraintes à respecter, en particulier épaisseur minimale et topologie, j'y reviendrai dans un instant. Ensuite, lorsque creuser l'objet ne suffit pas, on va être obligé de déformer l'objet pour changer la répartition de masse. Mais là, attention, il s'agit de préserver l'esthétique de l'objet. Donc on veut une déformation qui préserve les détails de surface tout en amenant les masses là où elles sont nécessaires pour équilibrer l'objet. Donc là, on avait un exemple sur la droite où l'objet en haut, vous pouvez le voir, n'était pas en équilibre. On voit bien que le centre de masse ne se projette pas dans la base de support, qui est le petit polygone entre les pattes arrière du chaton ici. Et puis on voit bien qu'en bas, on est arrivé à une position où on est en équilibre avec une déformation qui est somme toute limitée de l'objet initial. Alors en fait, la déformation est assez importante, mais elle est peu perceptible à l'œil nu. Alors ce qui est important dans ce processus, c'est de bien se rappeler qu'on cherche une méthode interactive, c'est-à-dire qui en temps réel va s'adapter aux modifications de l'utilisateur et avoir un retour immédiat. Donc ça va quand même nous contraindre dans les méthodes d'optimisation qu'on peut utiliser pour déformer l'objet, pour changer les masses, etc. Il faut quand même qu'on ait des méthodes qui puissent répondre extrêmement rapidement à l'utilisateur. Alors comment est-ce qu'on formule le problème? Le problème est posé de la manière suivante. En entrée, on a un maillage triangulaire. Alors il faut que ce maillage triangulaire définisse un volume correctement, c'est-à-dire c'est une surface sans bord, et le volume doit être correctement fermé. Sans ça, la méthode ne fonctionnera pas, et on verra pourquoi après. Alors heureusement, il y a des tas de méthodes pour réparer les maillages triangulaires et les transformer en des maillages qui correspondent à cette contrainte. Et puis l'utilisateur va donner le maillage dans la position souhaitée, c'est-à-dire déjà mis en place sur le sol. Et en sortie, on va fournir cette fois 2 maillages triangulaires. Le premier, le maillage externe MO, qui va être le maillage d'origine éventuellement déformé, et ensuite le maillage triangulaire interne MI, qui va définir les cavités. Et bien entendu, on souhaite que l'ensemble soit en équilibre statique dans la position d'origine. Alors les contraintes qu'il va falloir respecter, c'est des contraintes sur le volume qui résulte de la soustraction entre le volume défini par le maillage externe et les cavités définies par le maillage interne. Et elles vont être essentiellement de 2 natures. La première, c'est l'épaisseur minimale. La seconde, c'est la topologie. C'est-à-dire que si mon algorithme crée des îlots de matière à l'intérieur, des îlots flottants de matière à l'intérieur de l'objet, et utilise ça dans son calcul de centre de masse, comme ces îlots après vont pouvoir bouger librement, bien entendu, mes calculs vont être faussés. Donc il faut faire attention à ça. Alors comment est-ce qu'on formule le problème? Il va y avoir quelques équations, mais ne vous inquiétez pas, je vais détailler ça complètement. Donc, on va formuler le problème comme l'optimisation d'une fonction objective. Cette fonction objective, ce n'est pas compliqué. Sur une petite valeur, on a un bon résultat. Sur une grande valeur, on a un mauvais résultat. Donc, on veut minimiser cette fonction objective. Et les variables de cette fonction objective, c'est nos 2 surfaces.
le maillage interne et le maillage externe, EMI et MO, et donc on cherche quels sont ces maillages qui donnent la plus petite valeur possible de cette fonction. Cette fonction, elle a deux termes. Elle a un premier terme qui concerne l'équilibre, à quel point est-on dans une situation d'équilibre, et elle a un second terme qui concerne l'apparence, à quel point le modèle MO, le maillage externe, ressemble-t-il toujours au maillage d'origine. Alors, comme on souhaite déplacer le centre de masse, la première chose à faire, c'est choisir quel doit être un centre de masse cible. C'est-à-dire, je dois bouger ce centre de masse, où est-ce que je veux l'amener? Ce qu'on sait, et on l'a déjà vu, c'est qu'on voulait que ce centre de masse cible soit à l'intérieur de la base de support du polygone qui est situé au pied de l'objet. Alors, il faut faire attention parce que équilibre ne veut pas dire stabilité. En particulier, on peut être dans une situation d'équilibre extrêmement précaire, c'est-à-dire que la moindre petite force appliquée à l'objet va le faire tomber. Et ça, on préférerait éviter. Et donc, pour éviter ça, on va considérer la base de support, qui est ici le polygone jaune au sol. On a enlevé l'objet pour visualiser plus facilement. Et on va en fait, donc, on pourrait prendre n'importe quel point, comme je l'ai expliqué, on va rétrécir en fait la base de support, de manière à garantir une certaine stabilité à l'objet. Donc on va prendre le point le plus proche comme cible, qui est noté ici, c'est étoile, le point le plus proche qui est à l'intérieur de la base de support rétrécie, et qui est le point le plus proche du centre de masse de départ sur l'objet avant optimisation. D'accord? Et c'est ce point-là qui va être notre cible. Alors ce n'est pas idéal, on pourrait par exemple faire encore mieux en baissant le centre de masse, d'accord? Ou en allant le plus au milieu de la base de support. Donc là, on a choisi de faire comme ça pour cette méthode, mais dans des améliorations plus tard, il y a des méthodes qui ont été proposées qui effectivement vont réduire la position du centre de masse, etc. Ce qui va garantir une meilleure stabilité. Alors, la représentation géométrique des surfaces, il faut quand même se poser la question. On a un maillage en entrée, donc ça, on va pas le changer. Par contre, la représentation de la surface interne, elle est complètement libre pour nous, d'autant plus que cette surface interne, elle ne sera pas visible à l'utilisateur. Donc on peut choisir un maillage triangulaire, mais on pourrait choisir d'autres choses, par exemple des fonctions implicites. On a le choix de notre représentation. Donc posons-nous la question, quelle est une bonne représentation pour les cavités à l'intérieur de l'objet? Alors est-ce qu'on veut vraiment utiliser un maillage triangulaire pour ces cavités? À vrai dire, on n'a pas très envie. Alors pourquoi? Parce que les maillages triangulaires, c'est toujours un petit peu compliqué quand on fait des déformations, en particulier dans des zones un peu étroites, parce que les faces du maillage triangulaire peuvent commencer à s'auto-intersecter ou à venir très proches les unes des autres. Et là, comme on a des cavités qui risquent de grandir et de même sortir de la surface externe, on sent bien qu'on va avoir des tas de problèmes de points qui traversent des triangles et des choses comme ça. Et donc ça, on n'a pas très envie, c'est possible, bien entendu, mais ça exigerait une machinerie assez lourde qui risquerait de pénaliser notre interactivité. Alors à la place, on a choisi d'utiliser une représentation à base de voxels. Alors un voxel, c'est un élément volumique, par analogie au pixel, et l'idée, c'est qu'on a une grille régulière volumique dans l'espace. On va choisir une certaine résolution, typiquement on va prendre des voxels qui font 1 ou 2 mm, et puis on va considérer uniquement les cases de cette grille qui sont suffisamment à l'intérieur de la surface externe. Par suffisamment à l'intérieur, on entend par là que si on creuse la surface sur tous ces voxels, l'épaisseur qui va rester sera suffisante pour l'impression. Donc j'élimine comme ça le problème de la contrainte d'épaisseur minimale. Et donc quelle va être la représentation de la surface émise, la surface interne? C'est simplement, on va choisir des voxels qu'on va creuser sur lesquels on a mis 0 ici et des voxels qu'on va garder sur lesquels on a mis 1. Et le bord de notre surface émise, c'est le bord de l'union de tous les petits cubes qui sont notés 0 ici. Donc c'est bien un maillage triangulaire, c'est toutes les petites faces carrées de tous mes petits cubes. Donc j'aurais bien un maillage triangulaire que je pourrais extraire à la fin. Mais à l'intérieur de mes calculs, moi, la seule chose que j'ai à faire, c'est choisir quels sont les voxels qui sont pleins ou qui sont vides pour représenter mes cavités. Ce qui est bien plus facile d'un point de vue de la manipulation d'un volume à l'intérieur de l'objet. Alors revenons un petit peu à l'optimisation. Donc on a maintenant choisi une représentation pour nos surfaces. On est dans la situation suivante, le centre de masse n'est pas sur la cible, on a choisi une cible. Comment est-ce qu'on va améliorer nos deux surfaces pour atteindre notre objectif? Alors tout d'abord, il faut regarder un petit peu ce qui se passe sur nos variables, qui sont les maillages. Comme je viens de l'expliquer, j'ai remplacé ma représentation de la surface interne par une représentation à base de voxels. Donc j'ai un choix à faire en chaque voxel. Le voxel est-il présent ou est-il absent? Et ce choix, il est on-off, c'est un choix discret, donc j'ai un problème qui est dit de nature combinatoire. Je dois choisir des voxels au lieu de trouver des valeurs continues. Et de l'autre côté, j'ai une variable qui elle, est de nature continue, parce que j'ai des points de maillage dans l'espace que je peux déplacer comme ça continuellement et déformer mon maillage, un peu comme une feuille de plastique. Et du coup, c'est deux problèmes de nature assez différentes. Donc ça, c'est toujours un petit peu gênant, quand on veut optimiser un objectif comme ça, d'avoir deux choses de nature différente. Comment est-ce qu'on va s'en sortir? En fait, on va couper l'optimisation en deux étapes. Dans une première étape, on va considérer qu'on a déjà
qu'on va fixer la surface externe, et étant donné la surface externe qui est figée, on va résoudre quelles sont les cavités qui vont nous ramener le plus proche du centre de gravité. Et puis dans un second temps, on va faire l'inverse, on va figer les cavités à l'intérieur, et on va chercher la déformation de la surface extérieure qui amène le centre de masse le plus proche de notre objectif. Donc ça, c'est une technique qui s'appelle la descente de coordonnées par bloc, parce qu'on a divisé nos variables en 2 blocs, et puis qu'on optimise l'un après l'autre. Donc on va commencer par regarder cette étape d'un peu plus près. Alors comment ça se passe? Donc déjà, là, je vais chercher à optimiser, à améliorer les cavités à l'intérieur de l'objet, MI. Donc déjà, on remarque qu'il n'y a pas d'influence sur l'apparence, et c'est bien normal, puisque les cavités ne sont pas visibles. Il y a uniquement une influence sur le centre de masse, et donc c'est le seul terme qui va nous intéresser. Donc si on considère que la surface externe ne peut pas être changée, elle est figée, ben mon problème maintenant, c'est de choisir les voxels et de trouver un choix de voxels qui va me rapprocher le centre de masse le plus proche de ma cible. Alors, la difficulté, c'est que ces problèmes de choisir comme ça des variables on-off en atteignant un objectif, c'est relativement difficile à résoudre. Donc il y a une méthode qui consiste à dire on remplace les on-off par une variable qui va varier de 0 à 1, puis 0,5 c'est un état un peu intermédiaire, et on va pénaliser les états intermédiaires pour que l'optimiseur aille plutôt vers les 0 ou plutôt vers les 1. Donc ça c'est possible, mais c'est des méthodes assez coûteuses. Et donc nous, plutôt que de faire ça, pour maintenir notre interactivité, on a choisi d'utiliser une heuristique. Alors notre heuristique, elle consiste à faire la chose suivante, on va contraindre très fortement la forme de la solution. Et on va dire, la solution qu'on cherche, c'est simplement un plan séparateur qui va dire tous les voxels d'un côté sont vides, tous les voxels de l'autre côté sont pleins. Et on va de plus contraindre le fait que ce plan soit vertical. Et donc la seule question qu'on pose, c'est où doit se trouver ce plan dans l'espace. Et ça, on peut l'optimiser très, très efficacement par balayage, en cherchant le meilleur plan. Alors là, vous voyez un exemple en 2 dimensions, où on voit que le plan bouge de la droite vers la gauche, tous les voxels qui sont à droite sont vides, creusés, et tous les voxels qui sont à gauche sont pleins et sont présents. Et on voit bien que si je déplace le plan de plus en plus vers la gauche, le centre de masse va se déplacer de plus en plus vers la gauche, parce qu'on enlève de la matière à droite. Alors c'est très rapide, ça résout en passant mon problème de topologie, parce que je ne peux pas créer d'îlots. Malheureusement, il y a quand même des limitations assez fortes, et en particulier, là, on sent bien qu'avec cette heuristique, comme mon plan est vertical, je ne pourrais pas descendre le centre de masse. Ça explique la limitation que j'ai évoquée plus haut. Alors, une fois qu'on a fait ça, on a amélioré nos cavités internes, et maintenant on peut se poser la question de comment améliorer la répartition de masse par déformation, étant donné que les cavités sont fixes et ne vont pas être remises en question à cette étape. Donc, si on regarde où est-ce qu'intervient la surface externe, elle intervient cette fois dans 2 termes. Elle intervient à la fois pour le centre de masse, qui est le terme ICOM, et le terme d'apparence, qui est le terme EM à droite. Donc, comme on influence ces 2 termes, on va regarder les deux, et on va commencer par le terme d'équilibre. C'est des quantités continues, parce que là, je suis en train vraiment de déformer continuellement une surface. Donc là, je peux espérer avoir des dérivés et faire ce qu'on appelle une descente de gradient, qui est bouger dans la direction où les changements vont réduire la valeur de cette fonction objectif. Et donc, si je peux calculer cette direction de changement, je peux directement bouger et déplacer ma surface là où la fonction va avoir des valeurs de plus en plus faibles. Alors, commençons par ce terme ici. Donc là, c'est le terme de centre de masse. Donc le calcul du centre de masse à partir des points du sommet, ça ne paraît pas trop difficile. C'est calculé, finalement, c'est un peu comme calculer le volume de l'objet connaissant les points de la surface. Malgré tout, comme on n'a qu'une surface, on se dit qu'il risque de falloir créer des éléments volumiques à l'intérieur de l'objet, qu'on appelle des tétraèdres en 3D, et puis ensuite calculer le volume de ces tétraèdres. Alors c'est un petit peu compliqué à se représenter en 3D, je vous ai fait ça en 2D ici. Nous, ce qu'on a, c'est ce qui est à gauche, c'est-à-dire c'est uniquement le contour du polygone qui forme l'objet, et puis en 3D, c'est une surface. Et si on veut calculer l'aire de ce polygone, une méthode simple, finalement, on se dit, c'est créons plein de triangles à l'intérieur de ce polygone, c'est-à-dire on triangule le polygone, et puis ensuite on fait la somme des aires de ces triangles. Alors oui, pourquoi pas, mais c'est un peu embêtant parce que générer de manière robuste des triangulations, alors en 2 dimensions ça se passe bien, en 3 dimensions c'est des tétraèdres, c'est des tas de petites pyramides, c'est un petit peu plus délicat, c'est assez coûteux, on n'a pas très envie. On a de très bonnes méthodes pour le faire, mais on n'a pas très envie. Alors il se trouve qu'il y a une bonne nouvelle, il y a un théorème, le théorème de Green, en fait, qui nous explique qu'on peut toujours calculer l'aire ou le volume ou le centre de masse d'un contour fermé ou d'une surface fermée uniquement à partir de la connaissance des points de la surface. Alors, je vais vous l'expliquer pour l'aire d'un polygone ici, juste pour fixer les idées. Là, on a un contour orienté, et on a choisi un point, ça peut être n'importe quel point dans l'espace. Je vais parcourir ce contour, et je vais former des triangles entre le point que j'ai choisi et chaque arête du contour. Donc voici un tel triangle. Je prends l'aire signée du triangle, c'est-à-dire si le triangle
est dans le sens des aiguilles d'une montre, il aura une aire positive, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, une aire négative. Donc je prends l'aire de ce triangle, j'ajoute l'aire du triangle suivant, j'ajoute l'aire du triangle suivant, je n'ai pas encore l'aire de mon polygone, mais maintenant je vais commencer à avoir des triangles qui vont changer d'orientation et dont l'aire va être négative, et donc je vais soustraire l'aire des triangles suivants, et j'obtiens bien l'aire de mon polygone, sans jamais avoir eu à trianguler l'intérieur du polygone, et je peux choisir n'importe quel point pour faire ça. On prend l'origine, ça nous fait un point à 0, 0, 0, ça simplifie grandement les calculs. Ça marche en volume avec une surface à condition qu'elle soit fermée, et ça marche pour le calcul du centre de masse. Donc ça, c'est une extrêmement bonne nouvelle, parce qu'on a une expression très simple du volume et du centre de masse à partir des points qui définissent le maillage. Et donc, on peut faire quelques calculs, calculer effectivement quel est notre centre de masse pour les deux surfaces, et notre objectif, ça va être de mesurer la différence en L2, la distance entre le centre de masse qu'on calcule à partir des points d'émaillage et puis celui qu'on cherche à obtenir. D'accord ? Et on va vouloir réduire cette distance. Et comme tout ça est dérivable en fonction des sommets de la surface, je peux directement calculer, à l'aide d'une formule assez simple, dans quelle direction je dois bouger chacun des points de manière à m'approcher du centre de masse. Donc ça, c'est pour le centre de masse, et bien entendu, très important, le second terme, c'est l'apparence. Parce que si je fais que ça, je vais obtenir un objet avec le bon centre de masse, mais en sortie, au lieu d'avoir un chaton, j'aurai peut-être une sphère ou quelque chose de complètement écrasé qui ne ressemblera plus du tout au modèle d'origine. Or là, l'esthétique est importante. Donc ce terme ici va nous servir à préserver l'esthétique. Alors pour ça, on va s'inspirer de méthodes classiques qui sont des méthodes dites de Laplacian surface editing. Je ne vais pas vous les détailler, je veux simplement vous donner une intuition de comment ce type de méthode fonctionne. Alors quel est le problème? On va regarder ça sur un cas 2D. Le problème, c'est que j'ai à gauche un maillage original et à droite un maillage déformé. Ce que je cherche, c'est à calculer une fonction qui va me retourner une valeur scalaire, un nombre, qui va m'indiquer à quel point les deux maillages sont similaires ou pas. Alors plutôt à quel point ils sont différents. C'est-à-dire si cette fonction vaut 0, c'est les mêmes, et si cette fonction a une valeur large, ils sont très différents. Alors, ce qui m'intéresse, c'est les détails de la surface. Donc si je prends l'objet et que j'applique une translation, c'est le même objet. Je ne veux pas que cette fonction me génère une erreur par juste une translation. Si je prends l'objet et que je le tourne, c'est le même objet. Donc je ne veux pas que cette fonction me renvoie une erreur. Si je prends l'objet et que je multiplie toutes les dimensions par 2, je vais aussi considérer que c'est le même objet. Donc je ne veux pas que cette fonction me renvoie d'erreur. D'accord ? Donc on sent bien qu'il y a un problème de définition de c'est quoi les détails de la surface, hein, et par opposition aux valeurs absolues des positions des points. Alors pour faire ça, j'essaie de vous expliquer ça le plus simplement possible. On prend le maillage d'origine, on considère 3 points sur le maillage d'origine. OI-1, OI, OI+1, qui sont 3 points du contour. Maintenant, au lieu de regarder les points, on va regarder les vecteurs qui permettent de passer d'un point à l'autre, de OI-1 à OI et de OI à OI+1. Et on va remarquer la chose suivante, c'est que si je connais le point OI-1 et le vecteur qui le relie au point OI, je peux calculer quel est le point OI. OI-1 me donne une prédiction du point suivant, de la position du point suivant. Et le point OI+1, de la même manière, mais avec la direction opposée, me donne une prédiction de où est le point précédent, qui est OI. Donc les points voisins me permettent de prédire où ils souhaitent que le point OI soit. Alors sur le maillage d'origine, ça n'a qu'assez peu d'intérêt. Maintenant, lorsque le maillage est déformé, c'est là que ça devient intéressant, parce que je peux utiliser les mêmes vecteurs qui capturaient ces relations entre les points, et par exemple, à partir du point DI-1, lui demander où est-ce que devrait être le point DI si le maillage n'était pas déformé. Et il va me donner ce point jaune ici, qui, on peut le voir, n'est pas sur le point DI. Et ça me définit une erreur. De la même manière, on peut prendre le point suivant et demander où est-ce que devrait être le point précédent si le maillage n'était pas déformé. Et de même, ceci va me donner une erreur. Et c'est comme ça que je peux calculer une erreur entre les deux maillages. Alors, sachant que ce que je viens de vous expliquer, on voit bien que si je déplace tout l'objet, il n'y a pas de problème. Par contre, si je tourne l'objet ou que je le mets à l'échelle, je vais avoir une erreur avec la méthode très simple que je viens de vous expliquer. Mais bien entendu, ces méthodes peuvent être rendues invariantes à ces autres types de changements dans l'espace. Je ne vais pas le détailler ici. Alors au final, à quoi ça ressemble ? Ça ressemble à une multiplication par une matrice, et c'est une forme quadratique, c'est-à-dire qu'on voit que les sommets du maillage, qu'on a noté VO ici, apparaissent 2 fois. Vous voyez, donc ça veut dire que toutes les coordonnées x, y, z des points vont apparaître avec des termes x au carré, y au carré, etc. Mais ça reste très facile à dériver, donc ce n'est pas du tout un problème pour nous. Et donc on va pouvoir dériver cette énergie qui nous dit à quel point le maillage déformé ressemble toujours au maillage d'origine. Alors en résumé, voici comment on optimise. On part du problème initial, on connaît la cible, elle a été choisie, on considère nos fonctions objectifs, on va initialiser la surface interne comme étant l'ensemble vide, c'est-à-dire on met tous les voxels, on met tout le monde à l'intérieur, et la surface externe, c'est la surface d'origine. On va commencer par creuser, c'est-à-dire faire une première sélection de voxels qui va rapprocher notre centre de masse de la cible. Ensuite, on va figer ces cavités,
on va considérer la surface externe, on va la déformer en calculant ce gradient à partir des coordonnées des sommets du maillage, et puis en prenant un pas dans la direction de ce gradient pour déformer la surface et rapprocher le centre de gravité. On fait un petit pas de manière à ce que l'utilisateur visuellement puisse voir progressivement le changement et intervenir et coopérer avec l'algorithme. Voilà. Alors, je n'ai pas parlé d'un certain nombre de détails, la grille issue des déformations de la surface externe, etc., mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Et puis, tant que l'équilibre n'est pas atteint, on va itérer. Alors, il y a quand même une question importante ici que je n'ai pas abordée. J'ai soigneusement ignoré le terme mu ici, dans mes explications. Alors, qu'est-ce que c'est que ce terme mu? C'est un potentiomètre qui vous permet de dire à quel point je veux être en équilibre, à quel point je veux préserver l'apparence. Parce qu'évidemment, on sent bien que dans certains cas, on va avoir du mal à préserver l'apparence et à avoir un objet en équilibre. Il y a des cas où ça va mal se passer. Et donc, si l'utilisateur ne vient pas interagir sur ce potentiomètre, on ne va jamais arriver à l'équilibre parce que l'apparence va empêcher d'arriver à une situation d'équilibre. Si on faisait un algorithme boîte noire, pour lequel l'utilisateur n'est pas dans la boucle, on modifierait cette technique. L'optimisation du centre de masse deviendrait une contrainte qui serait obligatoire et l'apparence resterait un objectif. Mais là, comme on est dans un système interactif qui répond très facilement à l'utilisateur, c'est plus intéressant de lui exposer ce compromis et qu'il puisse choisir. Alors voilà des sessions d'équilibrage. On a une pièce d'origine, là on voit la pièce au départ, on voit les cavités qui ont été créées, on voit la déformation, et voilà l'objet imprimé qui tient debout. Et puis là, l'utilisateur pourrait intervenir et modifier l'objet sans problème. Voilà un autre exemple. Alors j'en ai un certain nombre ici, je vais pas pouvoir... C'est prévu pour un seul plan, alors évidemment ici, il aurait fallu que je tienne compte de ça, mais on pourra les montrer après peut-être. Voilà, même dans des situations assez catastrophiques comme ça, on arrive quand même à atteindre des situations d'équilibre. Et comme on préserve les détails de surface, visuellement, on reste assez proche de l'esthétique d'origine de l'objet. Alors, on peut aussi faire des suspensions, parce qu'en fait, le problème est quasiment le même en suspension. Donc là, c'est des décorations de Noël qui penchent d'une manière un peu étrange, parce qu'elles ont été modifiées au niveau de la répartition des masses. Voilà, donc ça conclut cette partie sur l'équilibrage d'objets. Et donc maintenant, je vais vous parler d'un problème qui est un petit peu différent, mais on va voir quand même ces notions d'équilibrage apparaître, qui est cette fois-ci de la modélisation, mais pour aider un procédé de fabrication additive. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Quel procédé de fabrication additive on cible ici? On cible un procédé qui est un procédé de dépôt de plastique. Et donc c'est des machines qui marchent avec un filament plastique. Le filament plastique est poussé dans une buse chauffante, que vous voyez ici, qui chauffe à environ 220 degrés. Le plastique fond, devient visqueux. Il est poussé par la buse et au moment où il entre en contact avec les couches qui sont déjà présentes, il va être fusionné et se solidifier très rapidement en refroidissant. Et on va former un objet comme ça, couche à couche. Ça, c'est des machines dont les premières peuvent être achetées à partir de 500 €. Donc c'est vraiment accessible. Alors le gros défaut de cette méthode, c'est comme je l'ai expliqué, ça suppose qu'il y a quelque chose pour recevoir le filament qu'on extrait de la buse. Et donc si on a des surplombs, c'est-à-dire ce type de forme, on est assez mal parti. Et effectivement, on a fait le test, juste pour rire. On a pris une pièce de robot et on l'a imprimée sur la machine, et voilà le résultat. Alors, autant dire qu'on est assez loin des spécifications. Bon, ça ne va pas bien marcher sur le robot. Donc, bon, évidemment, on savait, mais c'était pour voir. Donc ça, c'est ce qu'on ne veut surtout pas avoir en sortie. Et donc, alors, bien entendu, ce n'est pas un problème nouveau. Ça, c'est une technique qui a été inventée dans les années 80. Donc, bien évidemment, les gens se sont penchés sur le problème, et bien évidemment qu'il existe déjà des solutions. Et quelles sont les solutions? La solution, en tout cas la plus couramment adoptée, c'est la suivante. On détecte toutes les zones qui posent problème et on va générer un gros volume, c'est-à-dire on extrude vers le bas un volume qui va permettre de soutenir toutes ces parties qui risqueraient de tomber. Et c'est ce que vous voyez ici en rose sur la pièce à droite. Donc ça, c'est ultra fiable parce qu'on met un gros volume de plastique. Le défaut, c'est qu'après, il faut tout nettoyer et qu'il y a quand même pas mal de matière, donc c'est un petit peu embêtant. Mais ça marche bien si on est prêt à en payer le coût. Alors, la première question à se poser, c'est qu'est-ce qu'il faut supporter? En fait, cette notion de surplomb, elle n'est pas complètement directe. On voit à gauche ici une vue en tranche de 2 pistes de filaments plastiques, et on voit que celle du dessus déborde un petit peu, et puis à droite, on a une vue de dessus. Et on voit qu'il y a une zone d'adhésion, et tant que cette zone d'adhésion est suffisante, en fait, le filament posé dessus va adhérer au filament qui est dessous, et ça sera bon. Et on estime que c'est à peu près à partir de 50% de la largeur du filament que le filament va commencer à tomber, mais ça peut beaucoup varier. Donc pour bien fixer les idées, voici une couche I vue de dessus, une couche I plus 1 vue de dessus, et là, ce qui va se passer, c'est qu'il y a le filament qui est ici, qui est en surplomb, qui lui va tomber. D'accord? Alors comment est-ce qu'on détecte ça? Nous, on a notre propre trancheur,
Donc on prend le modèle numérique de l'objet, on le découpe en tranches, on génère tous les chemins de dépôt plastique qui vont être envoyés à l'imprimante, et puis pour chaque chemin, on examine est-ce que ça va oui ou non tomber. Et donc sur un objet comme ça, on va retrouver tous les points rouges ici, qui sont des points qui devraient être supportés. Attention, on les voit à travers l'objet, en transparence. Alors il y a des méthodes récentes qui sont très intéressantes parce qu'elles permettent de faire ce type de support, que j'ai appelé des supports arborescents, c'est-à-dire ces supports-là, ils utilisent très très peu de matière. On voit c'est un arbre qui va porter beaucoup de points avec finalement peu de choses. Alors le gros défaut de cette méthode, par contre, c'est qu'on voit que la structure n'est pas très équilibrée et souvent il va falloir manuellement ajuster un petit peu la structure. Si vous ne le faites pas, voilà ce qui se passe, on a des échecs d'impression catastrophiques, parce que la méthode n'a pas su prédire qu'il allait y avoir un problème pendant la fabrication. On voit que le bras à droite n'a pas été imprimé correctement. Alors quel est l'avantage de ces arbres? Leur avantage, c'est vraiment ce ratio entre le nombre de points supportés et la faible longueur des structures. Leur inconvénient, c'est qu'ils sont très sensibles aux efforts de couple. Lorsque la tête d'impression passe sur les feuilles de l'arbre, elle exerce une petite force qui va commencer à faire pencher l'arbre de gauche à droite, exactement comme un arbre dans le vent. Alors nous, on s'est dit, finalement, il y a d'autres structures qui existent, qui ont le même genre de bon ratio, nombre de points supportés, taille de la structure. Il suffit d'aller voir n'importe quel immeuble en construction. Les structures d'échafaudage semblent plutôt indiquées pour ce type de choses. Et leur gros avantage, c'est que c'est très résistant aux efforts de couple, parce qu'on a un pilier à gauche et à droite qui vont reprendre les efforts. Donc ça semble une excellente idée. Il y a un seul petit problème dans cette histoire, c'est comment est-ce qu'on imprime un pont? Puisque je viens d'expliquer que le filament qui n'était pas supporté tombait. Alors il se trouve qu'il y a une exception à cette règle, que vous pouvez voir ici, c'est qu'on peut tendre du filament plastique entre deux piliers. Et ça, c'est ce qu'on va exploiter pour notre méthode. Alors, la question, c'est est-ce que ça marche vraiment? Alors oui, on a fait plein de tests, on a pris des petits ponts, des grands ponts, des ponts dans toutes les directions, des ponts dans différents plastiques, des ponts sur différentes imprimantes, on a regardé tout ça, et ça marche plutôt bien. Alors attention, ne vous arrêtez pas à l'apparence de ces choses-là, on les détruit après, donc on s'en moque que ça soit joli. Ce qui compte, c'est que ça soit fiable, c'est-à-dire que la partie qui est sur le dessus soit toujours bien imprimée. Alors, est-ce que c'est mécaniquement viable? Voilà un exemple d'une mandarine, alors je ne sais plus exactement, mais elle fait autour de 70 grammes, sur une structure de pont qui pèse 0,5 grammes. Donc là, on voit que mécaniquement, c'est quand même bien. Alors, il faut savoir qu'on n'imprime jamais des objets de 70 grammes. Il faudrait qu'ils soient énormes, parce que le plastique a une masse volumique qui est assez faible. Donc, on n'est jamais dans des cas comme ça. Ça veut dire qu'on peut complètement ignorer les aspects mécaniques de la structure. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On n'a qu'un problème géométrique. Autre question, est-ce que c'est compétitif de faire des ponts par rapport à faire des arbres? Il se trouve que oui, sur des petites hauteurs. Voici deux structures qui supportent exactement le même nombre de points. Et là, on voit que les ponts ont globalement une longueur plus faible. Alors bien évidemment, quand la hauteur de la structure s'accroît, les arbres, eux, ils ont un seul pilier, mes ponts, ils en ont 4, donc évidemment, au bout d'un moment, ils vont perdre l'avantage. Seulement, c'est à cette hauteur que l'arbre, lui, va commencer à souffrir des efforts de couple. Et juste pour vous montrer à quel point, voici une petite vidéo. Donc à gauche, on a un arbre, vous pouvez voir ce qui se passe, c'est quand même pas anodin comme mouvement. Et puis à droite, on a la structure de pont équivalente, je vais remettre les deux. Et là, on voit qu'au contraire, ça se passe beaucoup mieux. Donc à nouveau, la structure n'est pas très jolie en termes d'esthétique, mais ce n'est pas le problème puisqu'on les détruit ensuite. Alors, le problème qui nous reste, et qui est en fait le cœur de notre méthode, c'est comment va-t-on optimiser un échafaudage qui permette de porter ces points. Voilà un tel échafaudage. Et ça va être le problème clé. Et donc la définition du problème est la suivante. On a en entrée un certain nombre de points à supporter. En sortie, on va faire un échafaudage valide. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un échafaudage valide? Ça veut dire que tout pont est supporté en ses deux extrémités par des piliers. Sinon, on ne pourra pas l'imprimer. Donc ça, c'est une contrainte très importante, et c'est une contrainte globale, parce que ça cascade. C'est-à-dire qu'un pilier peut être porté par un pont, qui lui-même doit être porté par des piliers, etc. etc. Bien entendu, on ne veut pas faire n'importe quel échafaudage. On veut faire un échafaudage de longueur minimale. Donc, en particulier, si j'ai un échafaudage comme ça c'est un échafaudage, il n'y a pas de pont, il y a juste des piliers, on sent qu'il n'est pas très bon et qu'on pourrait l'améliorer en allant tendre un pont entre ces piliers. Je ne peux pas juste appliquer une règle comme ça naïvement, parce qu'on voit que si je continue à le faire, là j'ai un gain qui est négatif, cette fois j'ai rallongé ma structure. Donc c'est un petit peu plus subtil que ça. Et puis, on se rend compte qu'il y a des changements un petit peu plus complexes. Par exemple, ici on a deux ponts, on peut en fait les allonger, ce qui paraît étonnant, mais du coup on va avoir un seul pilier pour soutenir deux ponts. Donc ça c'est intéressant aussi. Puis on peut avoir des cas plus compliqués avec deux piliers, un pont, etc. etc. Donc si j'essaye d'examiner tous les cas possibles, je ne vais pas m'en sortir, on ne peut pas raisonnablement faire ça. Malgré tout, si on cherche le minimum global de ce problème, là c'est en fait très compliqué. Il y a un problème un petit peu similaire qui s'appelle les arbres rectilignes de Steiner, plutôt la recherche d'arbres de Steiner minimaux. Alors le nôtre ressemble, mais on ajoute ces contraintes de piliers, donc c'est quand même pas exactement le même. Alors pourquoi je vous parle de ce problème? Parce qu'il est connu pour être NP complet, c'est-à-dire qu'il est connu pour être suffisamment dur à résoudre pour justifier de ne pas le résoudre directement, mais de faire des approximations.
J'aimerais bien pouvoir vous dire que notre problème est lui aussi NP complet. Malheureusement, aujourd'hui, on ne sait pas le montrer. Le fait qu'on ajoute une contrainte, ça peut le rendre plus simple en réalité, et pas forcément le compliquer. Et pour nous, c'est toujours une question ouverte. Si vous êtes intéressé, je serais heureux d'en discuter par la suite. Alors, donc, au lieu de faire ça, on fait un algorithme heuristique qui marche de la manière suivante. On part des points à supporter. On va générer un ensemble de ponts candidats. Donc là, on a un algorithme qui est très très rapide pour générer tous ces candidats. On va avoir une mesure qui nous dit à quel point chaque pont candidat est-il localement bon, c'est-à-dire avec les connaissances que j'ai jusqu'à ce point-là de l'algorithme, lequel de ces ponts-là semble le meilleur. Et puis, on va choisir ce pont de manière opportuniste. C'est là qu'on n'a pas la meilleure solution, parce qu'on fait un choix avec ce qu'on connaît, mais ce n'est pas du tout nécessairement le meilleur choix global. Et puis, on recommence. Alors là, c'est intéressant de voir comment on recommence. Vous voyez, on a choisi un petit pont ici. En fait, tout ce qu'on fait, c'est que tous les points supportés par le pont, on les supprime. Et les deux extrémités du pont, on les réinsère dans le problème. Et paf, on a à nouveau le même problème, c'est-à-dire supporter des points dans l'espace. Et on itère. D'accord ? Donc ensuite, ça marche tout seul. Alors juste pour vous donner une petite idée de comment on recherche les candidats, sans rentrer trop dans le détail, voici un cas vu de dessus. Là, on a deux ponts violets. Vous avez à droite la vue 3D, à gauche la vue de dessus. Et en fait, on va balayer des plans dans différentes directions, et ces plans vont chercher des événements géométriques, des croisements, des choses comme ça entre les ponts, entre les extensions des ponts, qui vont nous permettre de détecter, d'énumérer très rapidement tous les candidats possibles, tous les ponts possibles, qui peuvent résulter en un bénéfice. Voilà, alors un exemple de déroulé de l'algorithme sur cet objet. Donc on va voir ici comment les ponts sont construits au fur et à mesure. Là, à chaque fois que je change de slide, il y a 3 ou 4 itérations qui se passent. Ce que vous voyez en bleu, c'est des piliers temporaires. C'est-à-dire qu'on continue à essayer d'améliorer la structure, mais ces piliers sont amenés à être des vrais piliers à la fin, lorsqu'on n'arrive plus à améliorer, c'est-à-dire à réduire la longueur de la structure. Et voilà le résultat final. Donc en pratique, c'est très fiable. Là, vous voyez une impression, donc à gauche avec les ponts. Vous voyez qu'on utilise très peu de matière, c'est facile à arracher, parce que finalement, il n'y a pas grand-chose. Et puis, on obtient l'objet final à droite. Donc voici un autre exemple avec un cas qui était quand même assez difficile, parce qu'il fallait chercher un pied tout en haut ici. Et voici un autre exemple sur la pièce que j'ai ici. Donc ça, c'est la pièce qui a été imprimée avec notre technique. Alors, on l'imprime à plat, pour des raisons mécaniques, parce qu'il y a des petits ergots ici qui doivent reprendre des forces sur la jambe de robot, donc c'est important que le plastique soit orienté comme ça. Et donc avec notre technique, on arrive effectivement à le faire. Et voilà la pièce. Alors, je vous avais promis de parler un petit peu d'équilibrage là-dessus, pour conclure. Donc, ce dont on s'est rendu compte en faisant ce projet, c'est qu'il y a des pièces qui sont équilibrées après impression, comme celle-là, mais qui ne sont pas équilibrées pendant impression. Et donc là, vous voyez que les 4 piliers, à un moment donné de l'impression, ils risquent de tomber. Alors, ils collent un petit peu au plateau, mais avec les efforts de la tête, on revient quasiment au même problème que tout à l'heure, c'est-à-dire les pieds peuvent tomber et l'impression est perdue. Et donc, en fait, ce que notre méthode va faire, en utilisant en fait, des choses qui s'inspirent complètement des travaux dont je vous ai parlé dans la première partie, on va détecter les moments où le centre de masse sort de la base de support de chacune des sous-parties de l'objet, et on va utiliser nos structures de pont pour artificiellement agrandir la base de support. C'est-à-dire que ce n'est pas du support qui s'inquiète du fait que le filament tombe, c'est du support qui s'inquiète du fait que la pièce tombe pendant le procédé d'impression. Et ça, c'est quelque chose qui est a priori assez unique à notre méthode. Voilà, donc je voudrais remercier mes étudiants et collaborateurs, le RC Chefforge qui est mon financement principal et la région Lorraine qui nous aide aussi à financer certains des équipements. Et donc c'est des travaux que j'ai faits pour les premiers en collaboration avec des collègues de l'ETH Zurich et puis pour les seconds avec mes doctorants. Si vous avez des questions, je serais heureux d'y répondre. Merci.